Réseaux sociaux et Twitter via le hashtag sans détour NC. Vous le savez, je le disais, la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. En Calédonie, notre système de santé est certes performant, mais il coûte cher. En mars 2016, le Congrès a adopté à l'unanimité un plan stratégique, le plan DOCAMO, être épanoui. Il est porté par le gouvernement et entend relever plusieurs défis en plusieurs axes. Éducation, responsabilisation, mutualisation des moyens pour réduire les dépenses de santé et pérenniser le système. J'ajoute que l'actualité nous invite à ouvrir le débat, le déménagement du Medipôle, bien sûr, et puis la question des boissons sucrées et alcoolisées qui a divisé le Congrès récemment sur les mesures à adopter face à ces fléaux de notre société. Alors, autant de questions que nous allons poser à nos invités ce soir. Et voici ceux qui ont accepté de participer à cette émission en direct. Valérie Guillemin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de service pharmacienne, membre de l'intersyndicale du CHT Gaston Bourré. Avec nous aussi Xavier Benoît, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du conseil d'administration de la CAFAT. Avec nous Jérémy Anceau, bonsoir. Vous êtes le président de l'association Terre de Santé et Ingrid Wamitan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de l'action communautaire et de l'action sanitaire à la province des îles Loyauté. Dans la dernière partie de l'émission, comme à l'accoutumée, nous recevons le membre du gouvernement chargé du secteur, en l'occurrence Valentine Risouquet. Elle nous dira ses priorités politiques et répondra aussi à vos questions en direct, SMS, Twitter, pendant 15 minutes. Je précise que nous avions invité Dominique Chevaux, le patron du Medipôle, et aussi un responsable de la santé de la province Nord, mais ils ont décliné notre invitation. C'est leur choix, c'est leur responsabilité. Alors, selon le principe de l'émission que vous connaissez, avant de démarrer notre débat, regardons ce sujet tourné en 2006, il y a donc 10 ans. Déjà, un plan sur la santé était en discussion au Congrès et on parlait de déficit, de rationalisation et de changement de comportement vis-à-vis de la santé. C'était un reportage de François Dufour et de Nordine Bensmaïl. Regardez. Si nous ne faisons rien aujourd'hui, les soins demain ne pourront plus être remboursés en Nouvelle-Calédonie. Donc il faut absolument maîtriser notre dépense pour que les dépenses n'aillent pas plus vite que les recettes. Que les dépenses n'aillent pas plus vite que les recettes en matière de santé, c'est toute la philosophie du rapport présenté par le gouvernement. Cette année, en effet, le déficit du régime maladie de la CAFAT s'élèvera à 1,8 milliard de francs pacifiques. C'est plus du double de l'an dernier. Dans ce contexte, le premier volet du plan concerne la maîtrise des dépenses avec deux axes majeurs, rationalisation et prévention. Il s'agit en fait de limiter les abus, de rendre impossible tous les abus, d'où qu'ils viennent. C'est la rationalisation de la dépense, c'est-à-dire de faire en sorte que chaque franc dépensé par la CAFAT soit utilement dépensé pour la santé des Calédoniens. C'est la rationalisation de la dépense. La deuxième grande mesure, c'est les programmes de prévention qui vont enfin prendre une dimension beaucoup plus importante que par le passé. La prévention qui disposera désormais de son propre budget et de responsables en titre, une première financée par l'augmentation des taxes sur le tabac. Second volet, il concerne le financement des dépenses, mais là, rien n'est encore vraiment tranché. Soit la création d'une nouvelle cotisation à l'exemple de la CSG métropolitaine, ou bien l'augmentation des taxes et des cotisations existantes. Sur ce dossier, seul le Rassemblement a émis un avis négatif. Mais quoi qu'il en soit, la question sera tranchée d'ici quelques mois, le dispositif devant être opérationnel à la mi-2006. Voilà, 10 ans après, Xavier Benoît, on parle encore de rationaliser et de dépenses de santé qui sont toujours d'actualité. Alors, on parle toujours de déséquilibre, effectivement, dans nos comptes, notamment les comptes du RUAM. La grande différence aujourd'hui par rapport à 2006, c'est qu'on n'est plus sur des taux de croissance importants de l'économie calédonienne. Et donc, effectivement, on n'a plus devant nous potentiellement des ressources pour pouvoir rééquilibrer nos régimes à coût de subventions ou d'équilibre. Mais on parlait d'1 milliard, on est à moins 6 milliards aujourd'hui. On est à moins 6 milliards. Donc, effectivement, ce qui était prévu, c'est-à-dire qu'on ait une envolée des dépenses de santé et qu'on ait un désaccouplement de la dépense par rapport aux produits, on est en plein dedans aujourd'hui. Valérie Guillemin, on a entendu aussi abus, gaspillage. Donc là, on est aussi, on n'a pas fait depuis 10 ans, 10, 11 ans, on n'a pas fait beaucoup de changements à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Notamment sur deux sujets que défend l'intersyndicale depuis de nombreuses années.
et particulièrement depuis 2 ans, puisque nous avons rencontré à plusieurs reprises les membres du gouvernement et du Congrès, c'est deux gros fléaux de santé publique que sont l'alcool qui est responsable d'énormément de violences, notamment routières, et puis les dépenses liées aux longues maladies et notamment liées au surpoids et à l'obésité, qui créent un certain nombre de maladies chroniques qui coûtent aujourd'hui effectivement très cher à la Calédonie. Selon vous, Jérémy Anceau, est-ce que les Calédoniens sont responsables vis-à-vis de la santé ? Responsables, je pense en tout cas qu'ils sont prêts pour changer leur comportement. C'est vraiment le résultat du plan d'Ocamo et de la concertation citoyenne qu'ils ont fait avec les différents groupes tests dans les différentes communes et côte Est, côte Ouest. C'est qu'au moins les Calédoniens ont conscience qu'il y a à la fois un problème dans les comportements et dans l'offre qu'il y a en face et qu'il faut les changer. Après, responsable, là, ça dépend des catégories de personnes et des gens qu'on a. Et Madame Bois-Mitan, vous avez le sentiment qu'ils vont pouvoir, ça va être facile de changer les comportements selon vous ou pas ? Les comportements, ça se change sur du long terme. Donc, il y a des mesures à prendre pour que les personnes prennent mieux en compte leurs responsabilités. Je ne sais pas si ça peut se faire du jour au lendemain, je pense pas. Je pense que ça se fait justement sur du long terme. Alors peut-être que le plan d'Ocamo va nous permettre d'avoir des réponses. Et je pense que, en tout cas, nous, à la province des îles, on y travaille, notamment par des actes de prévention. Et justement, vous parlez du plan d'Ocamo. Xavier Benoît, est-ce que le plan d'Ocamo serait plus, on va dire, approprié que le plan ISA qui a été enterré, selon vous ? En tous les cas, le plan d'Ocamo, il a un gros avantage, c'est qu'il a réussi à mettre tout le monde autour de la table pour s'entendre sur des axes pour effectivement piloter la politique de santé et le financement de la politique de santé de la Nouvelle-Calédonie. Et donc je pense qu'effectivement, à la question que vous posiez de savoir si les Calédoniens sont prêts aujourd'hui, en tous les cas, dans le cadre du plan d'Ocamo, tout le monde a montré qu'on était prêt à avancer ensemble pour trouver des solutions. Justement, on parle du plan d'Ocamo, être épanoui, il est en marche. Regardons à présent ces quelques chiffres pour essayer de comprendre comment se porte la santé en Calédonie. Et bien sûr, on parle inexorablement de la CAFAT, on va en reparler avec vous, Monsieur Benoît. La CAFAT, c'est un régime à 6 branches. Regardez ce tableau qui s'affiche. Or, seulement 3 de ces régimes sont excédentaires. Le régime chômage, plus 106 millions de francs Pacifiques, les allocations familiales de solidarité, plus 265 millions, et le régime vieillesse, plus 4 milliards 321 millions de francs Pacifiques. Or, 3 autres de ces régimes sont déficitaires. Le REAM, bien sûr, moins 6 milliards, moins 6 milliards 259 millions. Les prestations familiales, moins 2 milliards 376 millions. Les accidents du travail, moins 114 millions. Et au total, bien, ça nous donne un solde de la CAFAT qui est débiteur de 4 milliards 56 millions. Alors, Monsieur Benoît, comment, selon vous, on peut arriver à inverser cette courbe ? Alors, juste pour tempérer sur certains régimes, notamment sur le régime prestations familiales, cette année, il y a eu des ajustements techniques qui ont été faits. Donc, normalement, c'est un régime qui doit rester excédentaire et non pas déficitaire. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on est en face du mur et on parle régulièrement des difficultés de trésorerie du RUAM, par exemple, et on voit que la somme, ce que vous nous avez montré que les soldes de ces régimes, mais il faut avoir en tête que si on accumule la totalité de la dépense liée à tous les régimes que vous venez de citer, on est à environ 140 milliards aujourd'hui. Et la protection sociale en Nouvelle-Calédonie, c'est plus de 200 milliards de dépenses chaque année. Pour donner un ordre de grandeur, le budget de la Nouvelle-Calédonie, du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, c'est moins de 50 milliards aujourd'hui. Donc il y a un enjeu, et pour inverser la tendance, il y a 2 pistes. Il faut structurellement modifier notre modèle de dépenses, et il va falloir de toute façon de trouver de nouveaux produits pour arriver à équilibrer nos comptes. Madame Guillemin, quand on voit ces chiffres, on peut se demander si c'est bien géré. Alors, aujourd'hui, l'hospitalisation publique pèse à peu près un tiers sur les dépenses du RUAM, donc c'est pas aujourd'hui le principal impacteur sur le RUAM. Il y a plus d'une dizaine d'années, l'hospitalisation publique représentait plus de 50% de ses dépenses. Et l'hôpital public a fait beaucoup d'efforts ces dernières années. Il est suivi par la Chambre territoriale des comptes. Il s'est structuré pour maîtriser ses dépenses de mieux en mieux. La progression de son impact sur le RUAM est à peu près de 3% par an ces dernières années.
Donc on peut dire que l'hospitalisation publique a fait réellement des efforts pour essayer de maîtriser ses dépenses. Après, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, le poids des maladies évitables sur les dépenses du RUAM. Aujourd'hui, ces maladies évitables représentent à peu près 60% des longues maladies à la CAFAT, et notamment tout ce qui est maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité, c'est à peu près 8 milliards de dépenses, ce qui est très important à l'échelle d'une petite île comme la Nouvelle-Calédonie. Alors, est-ce que c'est bien géré ou mal géré ? Parler de la caisse, par exemple, de la CAFAT, selon vous, comment est-ce que vous analysez les choses quand vous voyez ces chiffres qui sont quand même déficitaires? Ensuite, je vous dis, pour la part de l'hospitalisation publique, nous considérons que nous faisons des efforts pour impacter le moins possible le RUAM. Après, effectivement, il y a un problème que les dépenses progressent plus vite que les recettes. Donc, il va falloir trouver aussi des nouveaux moyens pour alimenter le régime. Jérémy Anceau, vous, votre vision de ces dépenses de santé qui ont doublé en 10 ans, comment est-ce que vous analysez les choses ? On rejoint, nous, dans notre association, ce que vient de dire Valérie, c'est que les dépenses, je crois que c'est 57% des dépenses du RUAM, sont des longues maladies. C'est un tiers, il me semble, des 100 milliards en dépenses de santé. C'est 33 milliards, si je ne me trompe pas, de dépenses de santé. Et ce sont des maladies non transmissibles, comme tu disais. Évitable. Donc, des maladies qu'on peut changer par des comportements. Par les comportements. Et c'est ce qui est mis dans le plan d'Ocamo, c'est l'activité physique. Et c'est l'alimentation. L'alimentation, c'est aussi savoir qu'est-ce qu'on mange et en quelle quantité. Donc, pour nous, concrètement, et ça rejoint l'avis de la Cour des comptes qu'a donné en 2015, qui conseillait à la CAFAT, si je ne me trompe pas, de contrôler les dépenses plutôt que de chercher des recettes. Donc là, on est plus dans aller voir les gens et leur dire, on va essayer d'éviter d'avoir des gens malades qui vont dépenser, qui vont coûter au système de santé, plutôt que d'essayer de chercher des recettes difficile à trouver. Madame Ouamitan, selon vous, il faut prendre des mesures urgentes à court terme et à long terme. Lesquelles, selon vous ? Oui, il faut prendre des mesures, ça c'est certain. Après, est-ce que vous avez le sentiment qu'on tarde à les prendre, ces mesures ? Il y a des mesures qui ont déjà été prises, comme le montrait le reportage, mais elles ne sont pas suffisantes. Comme l'ont rappelé les autres invités sur le plateau, les dépenses augmentent, liées aussi à la démographie et la démographie de la population. On a une population qui reste jeune, mais qui de toute façon va vieillir, comme les autres pays plutôt industrialisés. Et il faut trouver soit à maîtriser les dépenses, soit à trouver de nouvelles recettes, mais c'est des mesures à prendre à la fois sur le long terme, sur le court terme. Est-ce qu'il faut toucher, Monsieur Benoît, l'étanchéité des systèmes, enfin des régimes ? On a vu qu'il y avait des régimes excédentaires, on a vu des régimes déficitaires. Est-ce qu'il faut toucher à cette étanchéité-là ? Ça, c'est une question court terme. Aujourd'hui, les décisions qu'il faut prendre, c'est des décisions long terme. Aujourd'hui, on nous a effectivement abordé la question sous 2 angles, et les 2 angles sont importants. C'est l'organisation de la santé, c'est-à-dire comment on organise la santé entre public et privé, comment on organise la santé. On a vu dans le reportage tout à l'heure à 19h30, une nouvelle clinique qui s'ouvre, on a un nouvel hôpital qui s'ouvre, on va avoir un hôpital dans le Nord qui va s'ouvrir prochainement. Donc il y a cette cartographie de la santé en Calédonie. Et le deuxième axe, c'est effectivement sur les pathologies. Donc aujourd'hui, il faut qu'on travaille sur la nature des dépenses, parce que sur toutes les branches qu'on a citées, il n'y en a qu'une qui est vraiment concernée, c'est celle du RUAM, mais on pourrait parler des autres éléments de branches de la protection sociale en Calédonie. Mais sur cette partie-là, je pense qu'effectivement, d'abord, affronter public contre privé, c'est sûrement pas une bonne solution. Je pense que c'est la complémentarité des systèmes qui nous fera avancer. Mais ce qui est important, et je pense que la vraie piste structurelle, et c'est pas la question d'étanchéité qui réglera nos problèmes structurels. C'est laquelle ? La vraie piste structurelle, c'est sur les pathologies. C'est comment est-ce qu'effectivement on fait pour engager une politique de santé qui nous permettra de régler les problèmes d'obésité en Nouvelle-Calédonie et donc le problème des longues maladies en Nouvelle-Calédonie. Mais les petits cailloux ou les petits grains de sable font des déserts. Il n'y a pas des petites choses à ajuster. Par exemple, si on prend les arrêts maladie, les accidents du travail, le coût des hospitalisations prolongées, est-ce que tout ça ne peut pas assainir un peu la caisse ? Il y a plein de petites pierres qu'on peut mettre. Mais là, aujourd'hui, on ne parle pas de petits tas de pierres, on parle de murs. Aujourd'hui, on va dans un mur si on n'avance pas. Donc, ce n'est pas nos petites pierres qui vont nous régler nos problèmes. Elles sont importantes. C'est-à-dire qu'il y a des signes à donner, effectivement, qu'on améliore la qualité de nos gestions. Il y a des engagements qui ont été pris par la CAFAT. On nous dit qu'il y a des engagements pris par l'hôpital public. Donc ça, c'est important. Mais ce sont des petits cailloux. Aujourd'hui, il faut qu'on travaille sur le mur. Et le mur, c'est effectivement les pathologies, c'est aujourd'hui les longues maladies, c'est l'obésité. Qu'est-ce qu'on fait ? Et qu'est-ce qu'on a fait dans la région, par exemple en Australie, dont on pourrait s'inspirer ?
Aujourd'hui, de la manière dont des choses, Madame Ouamitan l'a cité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en matière de prévention, il y a des choses essentielles à faire. En matière de mieux consommer, il y en a qui sont mieux placés pour en parler que moi, il y a des choses importantes à faire. Aujourd'hui, c'est pas tant le problème du gras, du sel, du sucre, c'est la manière dont on le consomme qui est une question essentielle. C'est pas tant le problème de l'alcool, c'est la manière dont on consomme l'alcool qui nous pose problème en Calédonie. Et en plus, le problème gras, sucre, sel et le problème de l'alcool sont pour moi deux problèmes différents. Il y en a un qui est de sécurité publique, l'alcool, et il y en a un qui est de santé publique, ce que j'ai cité. Donc aujourd'hui, c'est plutôt le comment on consomme, comment on fait de la prévention, comment on éduque, qui nous résoudra de manière structurelle les questions face auxquelles on est. Alors comment on consomme, Madame Ouamitan, selon vous? Est-ce que c'est très important de changer ses comportements? Mais comment ne pas céder à la tentation du sucré, du salé, du gras, et dans un pays qui en consomme hélas trop? En fait, c'est vraiment les mesures de prévention. Il faut aller au plus près de la population pour qu'eux prennent en considération les éléments pour qu'ils puissent être responsables et acteurs de leur santé et qu'ils puissent... Oui, mais ça, on le dit souvent, excusez-moi, mais ça ne bouge pas. La preuve, on a de plus en plus d'obésité et ça ne change pas. C'est des messages qui sont beaucoup dits. Après, il faut aller sur le terrain, il faut sensibiliser les personnes au plus près. Parce que c'est vrai que c'est des messages qu'on entend beaucoup dans les spots, etc. Mais je pense que c'est par des actions de terrain au plus près de la population qu'on va pouvoir faire changer les comportements. Tu as raison, on a des retours du terrain. Et dans le plan d'Okamo, par exemple, c'est mentionné qu'il y a un parent à Lifou, un papa qui dit à l'école, les enfants ils reçoivent un pain au chocolat, alors qu'il y a les papayers qui poussent sauvages et que les papayes sont donnés aux poules. Donc on ne va pas relancer les avantages nutritionnels de manger de la papaye, mais ça c'est une des choses qui doivent être... On doit être cohérent à un moment donné. On a des ressources locales, tropicales, abondantes, qui coûtent presque rien et qui vont participer dès l'enfance, là on parle des enfants, à instaurer des comportements de santé positifs. Et pourquoi rien n'a été fait depuis 20 ans selon vous? Est-ce que c'est une volonté politique ou est-ce que je ne sais pas exactement, est-ce que les moyens ne sont pas donnés suffisamment au tissu associatif pour faire de la prévention, faire des programmes d'éducation de santé dans les écoles, aussi former des gens. C'est un axe du plan d'Okamo. C'est un axe et il y a aussi, on va peut-être en rediscuter, mais un axe d'évaluation de nos politiques de santé pour se remettre systématiquement en question. Valérie Guillemin, vous voulez réagir? Oui, tout à fait. Au niveau de l'intersyndicale, donc nous on avait abordé ce sujet sous deux axes. Effectivement, il va falloir mettre plus d'action au niveau de la prévention. On voit qu'aujourd'hui il y en a de la prévention, mais a priori pas suffisamment, puisque 50% de la population aujourd'hui est touchée par le surpoids. On a beaucoup d'obèses, l'obésité, diabète, etc. Donc, nous, on a demandé à ce qu'il y ait un plan d'action au niveau de la prévention dès l'école, avec des cours d'éducation alimentaire, par exemple. Aujourd'hui, nos enfants, dans notre société actuelle, passent plus de 10 heures par jour à l'école et on pense que des messages de prévention doivent démarrer dès la maternelle et se poursuivre ensuite jusqu'au lycée pour faire de nos futurs consommateurs des bons consommateurs et des consommateurs avertis. Ensuite, on a également prôné la mise en place de ce qu'on appelle l'étiquetage nutritionnel dans les grandes surfaces pour pouvoir mieux guider le consommateur dans ses choix de produits. Il est à noter que cet étiquetage alimentaire simplifié est en train d'être mis en test en métropole depuis fin septembre 2016. Il est insufflé par la ministre de la Santé, Marisol Touraine, dans 4 régions. Et c'est vrai, je vous le livre, j'aurais bien aimé que la Calédonie fasse partie de ce test pour être la 5e région. Mais pour ce dispositif. Pour ce dispositif qui a l'air d'être efficace et utile. Mais pour autant, moi j'entends des choses ce soir, mais le Congrès vient de voter, s'est divisé sur cette question des boissons sucrées salées, avec des problèmes de taxes, les uns à 3%, les autres à 22%. On veut taxer plus les produits locaux sucrés, les produits salés. Monsieur Benoît, vous êtes le patron de la faim quand même aussi. Comment est-ce qu'il n'y a pas un double discours d'un côté, on dit il faut éduquer, mais on a des accidents de la route qui sont dus souvent à l'alcool, on a de la délinquance qui est due à l'alcool. Comment on fait? Alors, est-ce qu'il n'y a pas un double langage? Non, je pense que sur cette histoire de l'amendement qui a été voté, c'était un dossier TGC. C'est pas un dossier
plan d'Occamo, c'était un dossier TGC. Et cette réforme de la TGC qui est déjà assez complexe, l'objectif c'était de respecter les engagements qui avaient été pris dans le cadre de l'agenda social, économique et fiscal partagé. Et donc effectivement, dans les engagements, c'était on crée un taux réduit pour la production locale. Il n'y a pas de mauvais producteurs et de meilleurs producteurs. C'est on crée un taux réduit pour conserver un avantage concurrentiel à la production locale calédonienne. À côté de ça, et ça a toujours été dit, mettons en place une politique de santé, prévention, éventuellement taxation, travail sur les recettes des producteurs locaux, mais c'est un deuxième débat. Et je crois que c'était mauvais de mélanger les deux débats. Les deux débats, mais quand vous entendez cela, M. Anceau, Mme Wamitan, Mme Guillemin, est-ce que vous avez l'impression qu'on fait les efforts nécessaires pour dissuader la consommation d'alcool et de sucre dans ce pays, Mme Guillemin? Oui, moi je pense qu'on ne va pas assez vite. Et c'est ce qu'on a répété plusieurs fois aux différents élus. Les problèmes de l'alcool, les problèmes du surpoids, l'épidémie de diabète, elle est connue maintenant en Calédonie depuis plusieurs années et on ne comprend pas pourquoi les élus ne se sont pas mis d'accord sur une solution, notamment fiscale, quelle qu'elle soit. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit mis en place, mais pas dans 2 mois, dans 6 mois. C'est urgent. Il faut qu'ils montrent que vraiment ils ont un intérêt collectif, partagé, pour lutter contre ces fléaux, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas laisser ça perdurer. On voit bien les impacts économiques. Madame Wamitan, votre avis? Ça peut être une démarche justement pour responsabiliser les personnes. Après, oui, il faut peut-être le réfléchir dans le cadre d'un plan santé et à ce moment-là prendre les mesures qui seront adéquates. Alors là, du coup, sur la TGC, c'était plus sur un volet fiscal. Alors, ouais, peut-être dans le cadre du plan d'Occamo avec des taxes. Et M. Anceau? Oui, Valérie a raison. C'est complètement la vision stratégique à long terme. On va agir sur des comportements dès l'enfance, mais aussi dans les... Xavier Benoît est le président de la FINC, c'est ça. Donc il y a pour moi une notion de gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on va améliorer la santé de la population calédonienne à tous les niveaux, on va former des bons consommateurs, entre guillemets. C'est une population qui va être épanouie, qui va se sentir mieux, aussi bien physiquement que moralement, je parle. Donc c'est aussi une population qui va mieux travailler, qui va mieux consommer, enfin pour moi il y a un échange qui est positif dans les deux sens si tous les acteurs, c'est bien le sens du plan d'Occamo, sont concernés et c'est bien le défi qu'a réussi le plan d'Occamo, c'est de mettre tous les acteurs sur la table. Madame Guillemin, y a-t-il des pays comme la Finlande et l'Australie qui mettent en place des choses qui peuvent faire école et qui peuvent donner un éclairage ici en Calédonie? Oui, tout à fait. Il y a plusieurs pays déjà qui ont mis en place des taxes comportementales qu'on a appelées aussi sous différents noms, aussi contribution à la santé publique. Mais ces taxes, il faut qu'elles soient bien utilisées et qu'elles soient utilisées sur les deux volets. Permettre de financer les malades qui sont déjà présents, parce que souvent, dans la plupart des pays, les régimes sociaux sont acculés face aux dépenses de santé liées à ces maladies chroniques. Et ensuite, l'autre partie de ces taxes soit reversée effectivement aux actions de prévention, comme je vous l'avais indiqué tout à l'heure, et aussi pour la mise en place de ce qu'on prône nous aussi, c'est l'étiquetage nutritionnel simplifié pour mieux aiguiller le consommateur quand il fait ses courses. Surtout que dans nos sociétés, les enfants sont souvent proactifs dans les rayons, mais quand ils vont chercher une boîte de gâteaux ou un jus de fruits, ils se repèrent en général à l'image du produit et pas forcément à son étiquette. Les étiquettes ne sont pas facilement décryptables avec des mots scientifiques, techniques qui ne sont pas compréhensibles par tout le monde. Donc voilà, nous, ce qu'on prône, c'est effectivement une mise en place d'une taxation, mais avec 2 axes. Une pour financer les dépenses d'aujourd'hui, les malades d'aujourd'hui, et l'autre pour mettre en place des actions de prévention plus efficaces, puisque celles d'aujourd'hui, a priori, ont montré leurs limites, puisqu'on a toujours autant d'accidents de la route liés à l'alcool et on a toujours autant de malades touchés par la maladie chronique. Votre association, Monsieur Anceau, a un plan d'action sur ces questions-là ou pas du tout? Oui, elle a un plan d'action qui s'inscrit, quand on a découvert, quand le plan d'Occamo est sorti, elle s'inscrit pleinement dans les grandes lignes et les grands axes stratégiques qui sont la prévention et aussi la promotion et l'éducation. Dire que tel produit n'est pas bon, l'étiquetage nutritionnel, il est excellent. Il faudrait qu'il soit appliqué parce qu'au moins, d'un coup d'œil, on sait ce qui va être potentiellement négatif et de ce qui va plutôt être bon pour la santé. Mais c'est aussi de dire aux gens qu'est-ce qu'il va falloir manger. Ça va être aussi de dire, par exemple, aux patrons, dans les sociétés publiques ou privées, qu'à un moment donné, il va falloir se lever, il ne va falloir pas rester assis toute la journée. La sédentarité tue plus que tabac, alcool réunis. C'est un fléau. On ne s'en rend pas compte quand on reste à travailler toute la journée assis sur nos chaises. Il y a toute une... Voilà, c'est pour ça qu'il faut que ce soit global, il faut qu'on prenne tout en compte, il ne faut pas qu'on se focalise que sur l'alimentation.
parce que la santé, c'est quelque chose qui est multifactoriel, quoi. Monsieur Benoît, réagissez. Et il ne faut pas qu'on oublie l'aspect dépenses. Je pense qu'aujourd'hui, on a parlé des produits, des recettes, mais il ne faut pas qu'on oublie qu'il faut qu'on trouve des solutions et qu'on mette en œuvre des solutions aujourd'hui pour limiter l'évolution des dépenses. Moi, je ne crois pas qu'on arrivera à diminuer nos dépenses à moyen terme, mais au moins qu'on arrive à limiter nos dépenses, c'est aussi un poste essentiel. Et je crois qu'aujourd'hui, dans les décisions structurelles que la Nouvelle-Calédonie doit prendre, c'est d'arriver à s'engager sur une évolution de la dépense contrainte. On se dit, sur les 5 prochaines années, nos dépenses de santé n'évolueront pas de plus de 2,5%, par exemple. Et après, tous les acteurs du secteur devront mettre en œuvre cette disposition. On passe à une autre actualité, c'est le déménagement du Medipôle. Le Medipôle, vous le savez, ça sera le navire amiral de la santé en Calédonie, puisque ça va devenir presque un lieu de tourisme médical. C'est comme ça qu'on nous le dit. Il va ouvrir, donc le premier patient, c'est le 15 novembre. On est dans 18 jours. C'est un bel hôpital à 60 milliards, mais vous n'avez toujours pas de taux directeur. C'est ce que j'ai cru comprendre, Madame Guillemès, qui empêche finalement de comprendre et de savoir comment on va le faire fonctionner. Effectivement, on est très attaché à ce que le vote du taux directeur se fasse dans les plus brefs délais. Le Congrès nous avait promis en janvier dernier, quand il a voté le taux directeur 2016, que le taux de directeur 2017, donc la fixation du budget de fonctionnement de l'hôpital, soit fixé avant le 31 août pour laisser justement à la direction de l'établissement et à ses personnels toute la lisibilité et la sérénité pour déménager avec un budget voté. Malheureusement, on voit que c'est toujours pas à l'ordre du jour. L'intersyndicale a été reçu par le gouvernement ? Alors nous avons demandé à 2 reprises, fin août et début octobre, à être reçus par le gouvernement et le Congrès. La commission santé du Congrès nous a reçus il y a quelques semaines, mais nous attendons toujours d'être reçus par le gouvernement. En clair, il y a des inquiétudes, logistiques, on va les résumer, techniques et financières. Financières, on vient d'en parler. Logistiques, c'est lesquelles ? Alors il y a plusieurs points qui ont été abordés par l'intersyndicale. Ce bâtiment est une superbe réalisation technique. Pour autant, pour la mettre en marche avec toutes les garanties de sécurité, l'intersyndicale a demandé un certain nombre de garanties. On est encore en phase aujourd'hui, à 3 semaines de déménagement, de rodage, de certains tests, de certaines qualifications. On rencontre régulièrement la direction et au sein des commissions de l'établissement, notamment la commission hygiène et sécurité, on est en train justement de fixer les conditions fonctionnelles de ce déménagement. On va y revenir. Madame Ouamitan, ce Medipôle, il va se trouver à Koutio, donc c'est un plus pour le pays. Pour autant, la vraie question aujourd'hui, c'est comment les îles et comment le Nord, mais les îles en l'occurrence, voyez-vous cette centralisation et cette concentration finalement du soin et de la santé en Calédonie ? Alors c'est vrai que du coup avec le Medipôle on va avoir des prestations de haute qualité, diversifiées, on va augmenter la capacité. On a la clinique Île Noumania qui va être aussi sur le Grand Nouméa. Donc on a une centralisation des moyens. Sur les îles, nous on a des petits centres médicaux, ce qui fait qu'on se pose la question quand même de l'accès à ces structures qui restent quand même assez difficiles pour les Loyalsiens. Et du coup, la question derrière, c'est le renoncement aux soins du fait de ces difficultés d'accès aux soins. C'est-à-dire que des gens vont ne pas se soigner parce qu'il faut aller... Ou tarder leur... Et aggraver. Voilà, c'est ça. Donc ça nous pose aussi question. C'est très bien d'avoir des établissements de cette envergure-là. Qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous, au niveau des îles ? Il faut faciliter l'accès de ces soins aux populations. Nous, c'est vrai qu'on développe avec les établissements publics et privés des missions des professionnels de ces structures-là. C'est pas toujours facile, c'est pas autant qu'on voudrait. Et puis ça a un coût, donc il faut qu'on envisage des solutions pour faciliter l'accès de nos populations à ces soins. Pour exemple, lorsqu'il y a des urgences qui ont lieu en province des îles, il nous faut du personnel qui soit quand même qualifié, avec toutes les difficultés qu'on peut rencontrer à recruter du personnel médical notamment. Et au minimum, il faut 3 heures dans le meilleur des cas pour une intervention du SAMU
pour une prise en charge dans les îles. Donc ça veut dire que ça complique l'accès de la population des îles aux soins qui sont spécifiques. Et en termes de coûts, Xavier Benoît, est-ce que ça n'aurait pas été intéressant d'avoir des antennes du Medipôle dans les îles, parce que ces populations qui sont éloignées vont devoir venir aux frais de la caisse pour se déplacer et être soignées, et ça peut accroître les déficits. Alors aujourd'hui, bon, faut pas oublier qu'il y a aussi un hôpital dans le Nord, parce qu'il y a en 2018 un nouvel hôpital qui va s'ouvrir dans le Nord. En matière de soins, concentrer les compétences, c'est aussi se donner la capacité d'accroître nos compétences. C'est-à-dire aujourd'hui, on a par exemple un centre de radiothérapie qui s'est ouvert en Nouvelle-Calédonie. On est déjà sur un bassin de population un peu faible. On n'est que 260 000 en Calédonie. Un centre de radiothérapie, normalement, on recommande ça pour un bassin de population de 600 000 personnes. Donc on essaye déjà de concentrer nos moyens. Je pense que déjà en concentrant les moyens sur les outils qu'on est en train de développer, ça nous évitera pour pas mal de pathologies d'aller à l'extérieur du territoire. Donc effectivement, pour un Walliser, ça fait toujours un peu loin de venir sur Nouméa ou le Grand Nouméa, mais c'est mieux que d'aller à l'extérieur du territoire. Donc je ne crois pas qu'aujourd'hui, il faille essayer de développer des outils de partout. Par contre, il faut réfléchir, comme le disait Madame Womitan, à de nouvelles modalités d'accès aux soins. On sait qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on est capable d'avoir un médecin qui fait un diagnostic déporté, c'est-à-dire qu'il est à 200 km, 500 km. Donc la télémédecine, c'est quelque chose d'essentiel qu'il faut qu'on développe aujourd'hui pour arriver à répondre aux besoins de la population calédonienne dans sa globalité. On sait qu'il y a des coins de la planète où aujourd'hui on délivre des médicaments par drone. Ça nous évite d'affréter un avion. Et effectivement, ça nous permettra de diminuer les coûts tout en répondant à une qualité de soins de qualité. Une réaction, Madame Womitan ? C'est vrai que c'est quelque chose sur lequel la province des îles a déjà travaillé. Donc on a développé de la télémédecine, de la téléconsultation. Mais ça aussi, il y a des... on est dépendant de facteurs extérieurs qui sont notamment... le débit, la technologie, c'est ça. Donc, parce que la réalité du terrain pour vous, c'est pas la télémédecine, c'est autre chose. Donc moi, je veux bien qu'on tire des plans sur la comète, et je pense que c'est vrai, c'est une vraie piste. Oui, mais la réalité du terrain et la continuité, on va dire, de sanitaire, c'est pas une vue de l'esprit non plus. Ça. Oui, il faut se donner les moyens après. Tant en termes technologiques. La réalité du terrain, c'est quand même qu'aujourd'hui, un Calédonien qui a besoin de faire une radiothérapie, majoritairement, il viendra à Nouméa au lieu d'aller en Australie. Donc on a quand même bien amélioré tout à fait. La proximité. Mais là, on parle des Calédoniens en Calédonie. Donc c'est bien aussi qu'ils puissent, au niveau à tous les niveaux, être concernés par une continuité de soins en Calédonie. Je pense qu'on l'a amélioré sur les dernières années. On a amélioré cette continuité de soins par le développement de ces outils. Vous avez parlé d'un bateau amiral, mais l'île Magnin, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Et dans les services associés au Medipôle, donc centre de radiothérapie, centre de suivi de soins, c'est aussi des outils extraordinaires qu'on a et qui n'existent nulle part ailleurs ou quasiment nulle part ailleurs dans le monde. Et votre réaction, M. Anceau, par rapport à cette question de rééquilibrage sanitaire ? Ouais, c'est une question délicate quand même, la concentration des soins. C'est vrai que le Medipôle, maintenant, ça va être le porte-étendard de la santé en Calédonie. C'est sympa. Il y a la question dans les îles, je trouve qu'elle est prioritaire parce qu'on déporte, on déplace des gens, on les éloigne de leur famille. Moi, ce que j'aimerais qu'il n'y ait pas de dérive dans cette concentration de soins, c'est la formation de personnels qui sont dans les dispensaires et qui sont dans les îles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que, vous avez dit, M. Benoît, la concentration des compétences. Ouais, mais je pense qu'il ne faut pas rester le nombril tourné sur soi-même à l'hôpital, au CHT, du style on sait tout faire au Medipôle, en l'occurrence, et il faut qu'on évite de un peu déléguer. Je pense qu'il va falloir aussi remettre au goût du jour et plus axer la formation du personnel dans les dispensaires pour qu'ils puissent assurer des soins basiques, des accouchements ou quoi que ce soit de manière plus fréquente, peut-être plus régulière, pour limiter aussi les prises en charge, les évasanes. Voilà, pour pas oublier qu'il faudrait qu'on forme aussi plus intensément peut-être ces personnels-là dans ces îles pour éviter de surcharger l'hôpital et surcharger en coûts. Alors on a parlé, vous avez utilisé le mot de radiothérapie, on sait que la radiothérapie sera au Medipôle, la rééducation aussi, mais ce sont des activités qui sont très rentables et qui ont été déléguées au privé. Pourquoi est-ce que le public n'exerce pas bien ces compétences-là ?
Je pense que c'est un choix qui a été fait au niveau de la Calédonie. Mais ça, c'est rentable, ça rapporte. C'est-à-dire que ça peut alléger les comptes. C'est rentable. C'est rentable, il faut relativiser. Entre guillemets. Pourquoi est-ce que c'est rentable? C'est rentable parce que c'est payé par le régime de santé calédonien. C'est pas rentable parce que ils vont chercher des clients qui coûtent rien à la Calédonie. Donc, faut pas rentrer dans le détail technique de comment sont payés ces centres. Mais ces centres, ils sont payés par le régime RUAM de la Nouvelle-Calédonie. Donc, ce qui est intéressant dans le fait que ce soit des organismes privés, c'est que pour une partie de l'investissement, il a été porté par des privés et non pas par la collectivité. Donc l'intérêt, il est essentiellement là. Juste en réaction, je suis pas un spécialiste de la médecine, mais je pense qu'il ne faut pas non plus croire. C'est important qu'effectivement dans les centres, dans les dispensaires, on ait des gens qualifiés, mais on n'aura pas des maternités qui seront déportées si on n'a pas un certain nombre d'actes qui sont réalisés. On a le problème déjà avec le centre de radiothérapie, il faut faire un certain nombre d'actes. Donc oui, il faut former pour qu'on ait une médecine de proximité dans tous les territoires de la Calédonie, mais on n'aura pas des outils hyper performants comme l'hôpital ou la clinique Inumania partout en Calédonie. Je crois qu'il ne faut pas croire qu'on arrivera à ce niveau-là. Eh bien, le débat des 40 minutes touche à sa fin, déjà, allez-vous me dire, parce que vous avez l'impression d'avoir pas assez parlé. Mais pourtant, c'est un fait. Nous allons recevoir notre invité, Valentine Risouquet, qui nous a rejoint. Merci à vous quatre pour avoir participé à ce débat. Restez encore un peu avec nous, parce qu'avant de poursuivre notre émission, on va regarder ce reportage. Et vous en avez parlé de l'éducation à la santé et des scolaires, sensibiliser dès le plus jeune âge pour justement changer les comportements. Et bien sûr, ça ne se fait pas en 5 minutes. Et justement, c'est un des axes du plan d'Ocamon. On va en reparler avec Madame Risquet. Et une des facettes du travail de la DAS, instruire par des mallettes pédagogiques. C'est un reportage d'Isabelle Braway et Kao Toui à l'école Boletti. Regardez. Il y a des frises avec les gîtes il y a des jeux de bingo, voilà, des jeux de dingo bingo, des jeux de 7 familles pour les petits. La mallette pédagogique, c'est un peu la pochette surprise. On y trouve des jeux de cartes, des feuilles à colorier, des moustiques à reproduire. Aujourd'hui, dans cette classe de CM1, maîtresse Françoise a décidé de parler prévention de la dengue. Les enfants sont répartis en ateliers. Chaque groupe travaille sur un aspect de la maladie sous forme de dessin ou de questions-réponses. Quel est le premier responsable de la lutte contre le moustique le médecin. Non, c'est lui qui s'appelle. C'est qui en premier, c'est les laboratoires. Je savais pas que le moustique adulte il pouvait vivre 30 jours. Ouais, environ. 30 ans ou 30 jours 30 jours. 30 ans. Il faut vider les gîtes larvaires. Et pendant la nuit, il faut mettre une moustiquaire, de l'insecticide. Et il faut avoir aussi une raquette électrique. Toutes les écoles de la maternelle à la 6e dans les 3 provinces disposent de cette mallette pédagogique. C'est la DAS qui l'a réalisée pour un coût moyen de 5 000 francs. L'idée, c'est d'éduquer les parents via leurs enfants et de proposer des activités ludiques. Ils apprennent en s'amusant, ils sont très curieux à cet âge-là, donc très réceptifs, très vivants comme vous avez pu le voir, donc c'est comme ça qu'ils apprennent. Et après c'est des bons relais pour la maison, pour après initier les parents, puisqu'il y a des documents qu'ils peuvent ramener à la maison, notamment la fiche patrouille dingue, où après ils vont chercher les gîtes larvaires à la maison avec les parents. Donc le but c'est que toute la famille s'y mette. Dans cette classe, maîtresse Françoise utilise le tableau blanc interactif. Concernant la matinée de prévention de la dengue, les élèves sont chargés de résumer leurs apprentissages par écrit. Leurs rédactions seront publiées sur le blog de l'école, histoire que les parents puissent aussi réviser leurs leçons. Valentine Risouquet, bonsoir. Bonsoir. On vient de voir ce reportage intéressant dans une école, l'école Boletti. On éduque les jeunes à la santé, justement pour essayer de leur faire prendre conscience des comportements à venir. C'est un des axes de votre plan.